Alors, bienvenue. Tout le monde sait qu'à la CIP, on s'intéresse particulièrement aux documentaires, et surtout qu'on est une association de réalisateurs. Donc, l'aspect de tournage et les questions techniques nous intéressent aussi particulièrement. Donc, aujourd'hui, on a, comme vous le savez peut-être, deux réalisateurs, une réalisatrice et un réalisateur, dont la spécialité c'est des documentaires, mais avec vraiment deux domaines complètement différents. Et puis, donc je présente Ina Segazi, qui est en même temps la co-présidente de la CIT, qui fait des documentaires, de ce que j'ai vu en tout cas, des documentaires en Argentine, en France, et en plus tu produis aussi, ce qui élargit un peu, disons, les questions, c'est-à-dire aussi en termes d'organisation de tournage, de point de vue de production aussi, tu pourrais nous en parler pour les choix de caméra et tout ça. Donc après, Mathieu Lelay qui fait aussi des documentaires, mais cette fois-ci plutôt, disons, orienté vers les documentaires animaliers. Tu as fait l'école que je connaissais pas d'ailleurs, avec l'IFCAM. Voilà, IFCAM de cinéma animalier, c'est ça? Exact. Donc je pense que c'est hyper intéressant de savoir comment on s'adapte aussi à ce genre de tournage. Plutôt dans la nature sauvage, en rapport avec des animaux, qui est complètement une approche différente. Et puis à ma gauche, du coup, Guillaume Cuvillier, qui est le responsable de service pro Sony France. Du coup, après les témoignages et ce qu'on apprend sur l'aspect technique et artistique du tournage, lui, il va nous apporter aussi des informations techniques sur le choix de caméra. Surtout, tu es très bien placé pour nous mettre à jour par rapport aux nouveautés des caméras, j'imagine, des choix qu'il y a à faire. Voilà. Donc, peut-être qu'on commence par Ina, si tu veux bien, pour nous parler déjà comment... j'imagine quand on prépare un tournage, surtout toi, tu es plutôt en rapport avec des gens, des questions où il faut quand même pouvoir s'adapter, il faut pouvoir réagir très rapidement. Comment tu es confronté à quel genre de questions par rapport au choix de caméra, ton équipe réduite ou pas, pour commencer là. Bonjour, merci d'être venu. Donc forcément les conditions du documentaire sont particulières parce qu'on travaille en petite équipe, parce que on a besoin d'être mobile. Il y a des choses, enfin après ça dépend aussi en fonction du projet, mais souvent quand on travaille à l'extérieur, il y a des choses qui se passent. On peut pas attendre comme en fiction que le nuage passe, le soleil revient ou se cache. Donc on a besoin d'une mobilité, et qui fait aussi peut-être déjà là des besoins spécifiques par rapport à l'ouverture, des questions comme ça. Enfin là je rentre tout de suite dans les questions techniques, mais être prêt assez immédiat, donc avoir une faculté de réagir très rapidement, quoi. Et donc ça, c'est la même chose si on filme soi-même ou si on travaille avec un chef opérateur ou une petite équipe, un ingé son, chef opérateur. Enfin, là, les conditions sont un peu les mêmes. Et je pense que après, si on rentre dans les caméras d'aujourd'hui, moi j'ai commencé avec des caméras Sony, donc à l'époque des mini DV, donc c'était la PD 170 que j'aimais beaucoup, qui avait un très beau rendu. C'était aussi une caméra qui a duré quand même longtemps, parce qu'aujourd'hui on est aussi dans un circuit où les caméras, la technologie évolue et presque, enfin, ça se renouvelle tellement rapidement, alors qu'à cette époque encore, une caméra, elle pourrait durer, enfin, je pense qu'elle a duré bien 10 ans au minimum, voire plus. Enfin, et après, donc, il y a les numériques. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, même si je focalise un peu, l'histoire du documentaire, finalement, a été toujours accompagnée par l'évolution technique. Enfin, dès les caméras, les opérateurs lumière, donc on était conditionné à une caméra fixe, des plans qui durent 50 secondes, et puis après, enfin, grand saut, enfin, après, il y a eu des évolutions, mais après, c'est les 16 mm, la mobilité et les sons directs avec les Nagra qui est arrivé, qui a aussi fait un changement d'écriture, et puis la vidéo,
Et aujourd'hui, on a l'impression que on a tout à notre disposition finalement, et tous les grands capteurs, y compris dans des petites productions, et on peut tourner en 2K, 4K, 6K, et je me pose, enfin je pense, c'est une question qui m'intéresse et qu'on échange aussi là-dessus par rapport à ces possibilités de la technologie. Quelle nouvelle écriture est-ce que ça induit aussi finalement, alors qu'on a tout à notre disposition, et peut-être il n'y a pas forcément des nouvelles écritures, que ça amène pas forcément des nouvelles écritures, cette très grande définition de l'image. Enfin, c'est aussi beaucoup des questions que je me pose, et j'espère qu'on échangera là-dessus, quoi. Et donc par rapport aux besoins, oui, c'est la mobilité. C'est souvent quand on tourne seul, c'est la question du son aussi. Enfin, on pourra sans doute aussi parler des équipements, comment on se débrouille avec le son, et la stabilité, et La donc, légèreté aussi. La légèreté, effectivement. Moi, je tourne beaucoup à l'extérieur, et moi, donc après c'est PD 170, et puis après je suis passée aux caméras suivantes, mais à un moment donné, donc il y avait les appareils photo qui ont sorti, et ça c'était vraiment un changement intéressant, où il y avait tout un coup, il fallait trouver d'autres solutions, et aujourd'hui, effectivement, je tourne avec beaucoup avec un Alpha 7, parce que c'est la légèreté, c'est la mobilité, et la qualité de l'image, bien sûr, et pas justement ces possibilités, travailler l'ouverture, comme en photographie, travailler la profondeur du champ, qui donne quand même des possibilités intéressantes. C'est vrai que moi, ça me rappelle à une époque, même si pour aller plus loin sans trop remonter mon âge, on tournait même des films en pellicule à l'époque. Ça ressemblait carrément à des tournages de fiction, parce que Ouais. même si, enfin, il fallait décider vraiment ce qu'on filme, à quel moment, il fallait ce moment précis, il faut que ça se passe devant la caméra. Maintenant, c'est plus la question. Maintenant, avant même de commencer à s'installer, on lance la caméra, peut-être qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on a dit, avec l'arrivée du numérique, le nombre d'heures de rush a augmenté de 15 fois peut-être, et puis du coup, beaucoup de travail de montage derrière, mais au moins, ça permet quand même beaucoup de liberté. Quand il s'agit des gens, il peut y avoir des moments d'émotion inattendus, et on a la liberté de filmer tout ça. Mais après, on va aussi se poser la question sur la question de résolution, enfin, est-ce qu'il faut toujours tourner le documentaire en 4K, ou est-ce que c'est trop lourd? Ça, c'est aussi des questions auxquelles on est confronté. Il y en a qui pensent que 2K pour un documentaire, ça suffira, parce que sinon ça alourdit trop. Mais encore une fois, on sait que quand on est en 4K, en post-production, quand même, il y a beaucoup plus de possibilités d'étalonnage et tout ça. Donc, alors là, on met plein de questions comme ça, tu auras plein de... On va descendre la pile. Exactement, doucement. Et du coup, la même question se pose aussi, toi, parce que moi, je me souviens, une fois, j'ai vu un documentaire sur la fabrication des documentaires animaliers, et c'était à l'époque, c'était très impressionnant de voir comment on faisait passer des grosses caméras avec des objectifs à travers la forêt pour aller filmer des bêtes sauvages, et c'était quand même énorme. On se dit, mais comment? Et puis, ils passaient des jours et des nuits à attendre pour qu'il se passe quelque chose discrètement. Donc, j'imagine que les contraintes sont les mêmes, sauf que maintenant, on peut être plus léger. On peut aussi filmer sans qu'il se passe rien, et laisser filmer, alors qu'à l'époque, il fallait vraiment attendre le moment où la bête sortait. Enfin, je caricature, mais donc je pense que tout ça a changé aussi pour ce genre de documentaire. Ouais, complètement. Donc moi, en fait, en ayant fait l'IFCAM, donc qui est l'école de cinéma animalier, donc c'est très spécialisé à l'approche documentaire animalier. Donc on nous apprend à même construire un affût, donc ce petit abri où on va attendre que l'animal, et qu'il y ait une rencontre en fait avec l'animal. Ça demande beaucoup de temps sur le terrain, et souvent dans des zones qui sont pas forcément facilement accessibles. Donc on se pose tout le temps la question de qu'est-ce qu'on va amener pour passer quelques heures comme ça à l'affût. Les trépieds vidéo souvent sont très quand même volumineux, avec des grosses têtes pour réussir des jolis panneaux, pour faire des mouvements fluides et très très souples, très amples. Donc un trépied, ça va vite être 7-8 kilos, quoi. Donc voilà. Et après, se posent les choix des optiques, et en plus de la caméra. Donc moi, j'ai connu aussi, comme Ina tout à l'heure, elle parlait de la cassette mini DV, là. Moi aussi, j'ai utilisé des caméras comme ça à l'école. Et après, il y a, avec le numérique et les boîtiers notamment, ça a complètement révolutionné. Il y a eu des capteurs plein format
qui ont donné vraiment un rendu très cinéma. Et en fait, moi, c'est là que j'ai jumpé tout de suite, j'ai fait le switch et je me suis dit, il faut que je tourne le reste comme ça en config légère, ça m'allait tout à fait pour ce que je fais, en fait, partir à l'aventure, en expédition, des fois, dans des endroits très reculés. Et j'ai trouvé vraiment le genre de caméra qui m'allait bien. Et en fait, petit à petit, au fil des années, j'ai découvert les alphas avec l'Alpha A7S2, donc, qui était qui est toujours ultra performant en basse lumière. Ouais, et là, ça m'a, voilà, moi, ça a été ça, le switch et me dire, là, Sony, attention, là, dans la cour des grands, là, ça rigole pas. Et du coup, en fait, j'ai tourné un film dans le milieu de la nuit, l'astrophotographie. Et c'est là que je me suis dit, mais il n'y a pas photo, quoi, sans faire de jeu de mots. Il faut partir sur Sony et ses capteurs ultra sensibles. Ils ont bon là, je rentre tout de suite un peu dans vachement quelque chose de technique, mais ils ont une base ISO à 12800 ISO qui est juste incroyable. Hyper clean, quoi. Le rendu de l'image est impressionnant. Et du coup, voilà, j'ai pu m'appuyer sur ces boîtiers-là pour amener des images de nuit, des aurores boréales, des ciels étoilés et tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, en étant un peu plus Sony, j'ai découvert ensuite, après coup, la FX9. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le combo juste parfait pour moi dans mon approche documentaire, pour le côté un peu plus interview, FX9, l'humain. Et puis après, plutôt le boîtier quand je veux partir léger, et ça va être l'animalier, ça va être des endroits reculés. Je vais pas amener une FX9 avec moi pour ça. Et donc, je vais plutôt partir sur le boîtier. Et c'est là que je trouve qu'il y a une complémentarité qui est juste parfaite, quoi, après, pour ce que je fais. Alors, avant d'attaquer l'aspect technique, c'est une question qui juste entame ce côté-là. C'est que, est-ce que du coup, c'est une question que je vous pose à vous deux. J'imagine que ça vous est arrivé en même temps d'être réalisateur ou réalisatrice de film, d'être, mené à filmer vous-même. Donc, est-ce que à ce moment-là, du coup, c'est quand même un peu plus technique? Est-ce que vous pensez que les réalisateurs donc ont besoin quelque part d'avoir une formation un peu en plus pour pouvoir gérer la caméra, pour voir comment optimiser en fait ce qu'on peut obtenir avec une caméra, parce que j'imagine on commence à filmer si on n'a jamais l'habitude de le faire, bon, il y a des petits problèmes techniques qui peuvent un peu gâcher les moments, quoi. Quelle est ton approche Non, après, oui, il faut bien sûr une formation, mais finalement, ça s'apprend très rapidement. Bien sûr. Enfin, et puis, je pense que c'est la prise en main, elle est quand même très accessible. Et là, je peux parler aussi en tant que formatrice, notamment je suis formatrice aux ateliers Varan, que certains connaissent peut-être. C'est une formation extrêmement pratique et la formation technique, elle s'est faite en gros dans la totalité en 2-3 jours. Hein, oui, bien parce sûr. qu'on tourne tout le temps et on s'améliore et on apprend aussi par la pratique parce qu'on tourne tous les jours. Et après, certains préfèrent, ça leur fait peur la technique et ils préfèrent rester en automatique et ça fait quand même déjà un résultat très, très bien. Et d'autres ont envie de rentrer vraiment plus dans les réglages. Donc ça, ça demande aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas chef opérateur, bien sûr, oui. Mais on a suffisamment de bases pour maîtriser, pour faire de l'image. Oui. Moi, avec l'IFCAM, en fait, on a appris vraiment à travailler tout en manuel. Donc en fait, c'est vraiment la bonne école, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'avec les nouvelles caméras du marché, on peut des fois facilement se reposer sur des autofocus ultra performants. Ouais. Et en fait, je dirais que c'est un atout de aussi faire confiance finalement aux autofocus aujourd'hui qui sont tellement performants et précis pour justement avoir le temps de penser au cadre aussi et se dire, ok, mon autofocus, il est bien, il bougera pas. Et j'ai le temps de composer mon image comme voilà, j'espère avoir la belle image bien cadrée. Le son, des fois, je pense que ça t'arrive aussi là, on est des fois en interview, donc on contrôle l'image, mais on doit aussi gérer notre son. On a plus de disposition des fois aussi pour faire d'autres choses si jamais on a pleinement confiance en son équipement. Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire que c'est plus facile du coup finalement d'avoir accès à ce type de caméra que à l'époque finalement on tournait tout en manuel.
Ouais, tout à fait. Ouais, moi j'ai peut-être un peu une autre. Moi je fais tout au focus manuel parce que je travaille avec un objectif fixe. Enfin, je fais mes films vraiment avec un objectif fixe de 50 mm et qui me permet aussi, donc il correspond plus ou moins à la vue de l'œil humain. Et qui me permet aussi de savoir tout de suite quel cadre j'aurai, enfin, quelle est ma distance et à quelle distance est le cadre. Du coup, je règle aussi tout manuellement, quoi, enfin, y compris le focus. Mais bon, ça, c'est une autre. Oui, et puis aussi. C'est complémentaire, disons. Ouais. Puis les choix, c'est aussi selon des projets, ça dépend, parce que toi, tu pars parfois dans des. Je me souviens une fois, je suis parti faire un film, un documentaire au Gabon, par exemple. Quelque chose que j'avais jamais deviné, enfin, j'ai pas prévu. On m'a dit, attention, là-bas, c'est très humide et les caméras, les appareils électroniques sont très fragiles. Il fallait vraiment prévoir des choses dans les sacs. Je sais plus, on m'a mis des trucs avec du sel, machin. Silicagel aussi qui absorbe. Voilà. Donc, je m'y attendais pas du tout à ça. Donc, il faut quand même s'adapter aussi à des environnements. Tout ça, c'est important. Et puis, aussi pour mon dernier documentaire, par exemple, je me souviens quand j'ai décidé, comme il fallait tourner sur longtemps, encore une fois, pour une fiction, on sait que c'est sur 10 jours, sur 20 jours, donc une durée de location de caméra, la calcul est vite fait. Et pour le documentaire, à un moment donné, je me suis dit, plutôt que l'USA, alors que je sais pas pour combien de temps, peut-être je vais tourner pendant 6 mois, peut-être très vite, j'ai fait un calcul, je dis, il vaut mieux acheter la caméra plutôt que le louer. La louer, effectivement, ça change la vie, parce que du coup, on a une liberté incroyable de la sortir quand on veut, de filmer comme on veut, et c'est une sorte d'indépendance. Du coup, pas seulement qu'on a le choix de la caméra à faire, peut-être qu'on va l'acheter, et puis du coup, c'est un choix de vie aussi, parce que du coup, on l'a pendant 10 ans, quoi. Donc, une raison de plus pourquoi il faut vraiment s'intéresser à l'aspect technique, au choix, et en fonction de quoi. Et à la cohérence de gamme, si je peux dire ce que tu dis, c'est vrai que chez Sony, on a une gamme qui est très étendue, qui va depuis les téléphones, même avec lesquels on peut faire de la réalisation vidéo, jusqu'aux caméras cinéma avec les Venice, en passant par les Alpha, la gamme FX, FX3, FX6. Donc on a une étendue de gamme qui est très très large. Mais si on parle par exemple des caméras Super 35, des petits alpha à capteur APS-C jusqu'aux caméras Venice, on a la même monture d'objectifs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu disais, si l'investissement il est cohérent, parce que je me dis j'ai besoin d'une caméra pour moi, pour pouvoir avoir toujours de quoi filmer, je peux avoir une ou deux optiques à moi, et puis en fonction des besoins, éventuellement louer le complément. Tout en gardant cette liberté, effectivement, d'avoir un système petit, compact, léger, agile, avec lequel je vais pouvoir travailler en autonomie, et puis pouvoir le compléter, et puis même au niveau des rendus d'image, je veux dire, les technologies qu'on met dans nos boîtiers alpha sont les mêmes que celles qu'on retrouve dans les caméras cinéma ou les caméras vidéo professionnelles, donc il y a aussi une très grande cohérence en termes de rendu d'image. Enfin, je sais que Mathieu, tu as fait des tournages en mixant des caméras, et tu l'expliquais très bien avec la petite caméra que tu emmènes sur le terrain, puis celle que tu vas plutôt utiliser en interview, tout en gardant les mêmes flux d'images qui sont tout à fait cohérents et qu'on peut monter facilement ensemble. Donc ça fait partie de la cohérence, d'avoir le même système d'accessoires, que ce soit les micros, que ce soit les objectifs. Tous les accessoires et micros peuvent se monter indifféremment sur un alpha, sur une caméra FX, avec une très grande flexibilité, une très grande liberté. Donc ça fait effectivement, ne serait-ce qu'en termes d'investissement par rapport aux économies de production, et c'est vrai que dans le documentaire, il y a aussi cette question-là qui se pose, de l'économie de production. Ça fait un système qui du coup a tout son intérêt pour pouvoir avoir son matériel à soi, et puis avoir aussi l'accès à des matériels plus évolués aux besoins qu'on peut louer. Oui, tout à fait. Donc alors, moi j'imagine, parce que là on parle documentaire, on peut avoir l'impression que c'est toujours un moyen de tournage très léger, mais je pense pas que, parce qu'il y a encore des documentaires qui se font aussi avec beaucoup de moyens. Donc il doit y avoir une palette de choix aussi de caméras. Il y a, la palette est assez large, donc là par exemple on a une caméra FX3 qui est en fait un alpha 7 sur lequel on a adapté une ergonomie qui est plus celle d'une caméra. Ouais. On va aller ensuite sur la FX6 qui est une version qui est plus vraiment une caméra de pointe, mais qui est un petit peu plus, qui est quand même très compacte et très légère. La FX9 que tu utilises, qui est effectivement un petit peu plus volumineuse et qui peut servir aussi bien à de la production documentaire que fiction. Et puis ensuite la gamme Ciné Alta avec les caméras cinéma
et donc avec la Venice qui est la version la plus haut de gamme, où là effectivement c'est plus pour des productions en équipe. Mais c'est vrai que par exemple pour les questions de mise au point, on peut se dire aujourd'hui c'est vrai que quand on est en autonomie comme tu l'es souvent Mathieu, ou quand on est dans des cadres un petit peu intimistes, quand on veut aller capter des interviews pour raconter l'histoire des gens, on n'a pas forcément envie d'avoir un matériel qui est trop volumineux parce que ça peut être un peu intrusif, un peu intimidant. Donc on peut travailler avec des toutes petites caméras légères, agiles et faciles à mettre en œuvre en étant seul. Parce qu'on a effectivement des automotives dans le boîtier, comme tu l'as dit Mathieu, sur lesquels on peut se reposer. On a des matériels qui sont compacts et légers. Là, par exemple, j'ai un 35 mm 1.8, donc monté sur mon Alpha 7S3, où j'ai vraiment quelque chose qui reste très, très discret, où je peux vraiment travailler discrètement en totale autonomie avec un micro qui est super simple d'utilisation et sortir une qualité de production assez convaincante. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir cette étendue de possibilités pour pouvoir travailler à la fois en autonomie ou à la fois en équipe avec une proposition qui est, que ce soit du côté des boîtiers, des optiques ou des systèmes de captation audio, une proposition qui est large. Je crois que notre gamme de micros, elle a plus d'une dizaine de références, donc on va trouver des micros HF, des micros XLR qu'on peut adapter directement sur la grille du boîtier ou de la caméra, des petits micros shotgun qu'on peut avoir même dans la poche, avec des technologies qui sont assez bluffantes dans le rapport simplicité-efficacité. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir accès à un système qui est très 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 vaste. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, de point de vue ergonomique aussi, il y a des caméras qui s'adaptent mieux à des tournages documentaires, alors que d'autres sont un peu... Enfin, il faut absolument être sur pied, être très posé. Alors, on a mis beaucoup de technologies dans nos boîtiers aujourd'hui. C'est vrai que quand on a besoin d'aller sur le terrain avec le moins de poids possible sur les épaules, ça va être effectivement plutôt la gamme Alpha ou la gamme ou les FX3 ou FX30 aujourd'hui avec des capteurs APS-C pour avoir aussi des caméras qui s'adaptent aussi aux différents budgets. Ça va être vraiment le matériel qu'on va pouvoir emmener avec soi facilement, qui sont dotés de technologies de stabilisation d'image qui sont très évoluées, parce que tu parlais de la problématique du pied. Effectivement, c'est assez important de penser à ça, parce que le pied vidéo pèse très lourd. Et aujourd'hui, on peut tourner même pas forcément sans stabilisateur, à main levée, en ayant une qualité d'image qui est très bonne, avec une image qui va ressortir sans avoir trop de tremblements gênants ensuite, sans avoir à restabiliser en post-production. Donc non, de ce point de vue-là, la gamme Alpha et la gamme FX30 et FX3 apportent des solutions qui sont très convaincantes pour l'utilisation en mode léger. Après, c'est sûr, si on travaille avec une équipe, pourquoi se priver du FX9 ou d'une caméra Ciné Alta qui va permettre d'avoir un rendu encore plus qualitatif et avec la possibilité toujours de mixer les accessoires ou les optiques sur l'une ou sur l'autre. Oui. Alors vous avez des remarques par rapport à ce qui est dit? Ouais, non, c'est tout à fait juste par rapport en fait, le fait d'utiliser moi j'utilise un Alpha 7S3 en second boîtier, en caméra AB, et donc la FX9, et en fait, j'ai tourné un film en noir et blanc, enfin, c'est-à-dire qu'on l'a travaillé en noir et blanc en post-prod, et c'est vrai que les S-Log 3 de toute la gamme, de chez Sony, au niveau de l'image, on s'y retrouve vraiment bien. Donc c'est vrai que de switcher finalement d'une caméra à une autre sur un même projet, en étalonnage, avec autant... là je parlais d'échantillonnage, mais on est en 4.2.2 10 bits. Donc on peut l'être aussi évidemment sur une FX9, mais également sur un petit boîtier comme ça. Donc c'est quand même ultra performant pour du 4K, jusqu'à 120 images par seconde. Donc des beaux slow motion aussi. Moi en animalier, je suis très friand, même si j'essaie pas de trop en mettre, parce qu'il faut toujours utiliser avec parcimonie tous ces effets. Mais après, ma FX9, elle va pas apporter un slow motion par exemple en 120 images par seconde aussi. Donc en fait, chaque caméra, un peu, la caméra parfaite n'existe jamais vraiment. C'est toujours un éternel débat.
Mais finalement, elles peuvent être tellement complémentaires et en fait, on s'y retrouve tellement avec les réglages internes du boîtier ou de la caméra qu'au final, derrière, ça reste cohérent, quoi. Dans un film, après, passer d'une à l'autre. Voilà, c'était un bon test, le portrait sur Laurent Baheu, là, du coup, et c'est vrai que de passer à une autre et de les travailler en post-prod après, on avait autant d'informations, en fait, possible pour avoir un joli noir et blanc ensuite qu'on a travaillé. Et toi alors? Bon, effectivement, moi, ce que tu disais sur la stabilité, c'est vraiment remarquable et ça, c'est un vrai atout en documentaire, effectivement. J'ai une question par rapport. Pour moi, l'œilleton, c'est quelque chose d'essentiel et vous l'avez, il y en a plus là. Est-ce que tu peux en dire parce qu'effectivement, c'est pas la même manière de filmer. On filme d'un côté avec la main ou d'un côté avec l'œil, disons, enfin plus. Et donc sur ces caméras-là, vous on a toujours la possibilité de rajouter un viseur externe puisqu'on a une sortie HDMI, donc on peut connecter un écran externe ou un viseur externe. C'est vrai que aujourd'hui, ce viseur externe pour la FX3 n'existe pas dans la gamme d'accessoires, mais c'est une demande qui revient souvent et je pense que nos ingénieurs en sont conscients et en sont bien informés, donc j'espère qu'ils sauront aussi en tenir compte de ces remontées de nos utilisateurs et proposer quelque chose à l'avenir qui soit mieux, qui permette d'avoir aussi cette visée à l'œil. C'est une question de taille que ça a été abandonné là sur cette caméra-là ou c'était quoi? C'était une question de logique parce que en fait la FX3 elle est fournie aussi avec une poignée XLR, donc c'est pas exactement celle qui est montée dessus, ça c'est juste le module XLR, donc c'est le module audio. Mais la FX3 elle est fournie avec une poignée qui permet aussi de porter la caméra. Voilà, peut-être que celle qui nous filme long, je l'ai pas avec moi aujourd'hui. Et comme cette poignée se fixe sur la griffe flash, on a fait le choix de la compacité de cette ergonomie là et on s'est dit avec une poignée montée sur la caméra on peut pas forcément avoir l'œil dans le viseur en même temps. Donc la priorité a été mise plutôt sur la poignée de transport que sur le viseur. Maintenant, on sait que les utilisateurs, malgré tout, le demandent. C'est aussi pour ça qu'on a cette dualité. En fait, on peut choisir un Alpha 7S3 si on a besoin d'avoir cette visée à l'œil, plutôt qu'une FX3, sachant que l'électronique à l'intérieur fait exactement la même chose. C'est vraiment une question ensuite d'ergonomie et de... Donc c'est aussi un choix d'utilisation qu'on fait à la base et qui va orienter le choix plutôt vers l'Alpha 7S3 ou plutôt vers la FX3. Et la question que j'ai posée tout à l'heure par rapport au choix de la résolution, moi j'ai été confronté parce que d'une part pour avoir un maximum de possibilités d'étalonnage et de plein de choses, de rattraper, surtout qu'en documentaire comme parfois en film, de manière un peu à l'arrache, la lumière on prévient pas, il se passe des choses, donc on peut rattraper beaucoup de défauts d'image si on est en haute qualité 4K ou 6K en étalonnage, ça c'est vraiment pratique. Mais en même temps, ça rend plus on pousse au niveau de la résolution, plus c'est lourd. Ça remplit très vite nos disques durs, surtout quand on est dans la nature et qu'on est quand même limité en termes d'espace et tout ça, de stockage. Et puis aussi un tournage illimité, on ne sait pas combien de temps ça dure. On peut se trouver avec 20 Tera de roche, ce qui est quand même assez lourd à porter. Donc on peut pas toujours aller vers le maximum, on est quand même obligé de faire un choix. Moi, sur le dernier, par exemple, j'ai réfléchi, je dis bon, j'ai pas vraiment besoin d'une post-production extraordinaire pour un documentaire qui reste assez simple, que je pourrais maîtriser en termes de qualité d'image. Donc j'ai fait le choix de faire en 2K parce que ça m'a permis d'être un peu plus léger en termes de stockage et tout ça. Et encore une fois, surtout parce que pendant le tournage aussi, très vite, ça change quand même quand on a même les disques internes de la caméra qui se remplissent très vite, alors qu'avec l'autre, j'étais moins angoissé, je pouvais laisser tourner un peu plus longtemps. Donc, je sais pas si par rapport à vous. Moi, j'ai envie de réagir par rapport à ce que tu dis. Moi, j'aurais tendance à dire que tout dépend de la vie du film et du circuit de diffusion qu'il y a derrière. Je pense que c'est surtout ça qui importe en fait sur ces choix-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on travaille, bon, je prends l'exemple de la télé, mais si on travaille avec une production comme ça, une chaîne de télé derrière qui a un distributeur avec une distribution aussi. D'ailleurs, je parle de documentaire, mais c'est équivalent, je pense, avec la fiction. Mais aujourd'hui, le 4K est très installé quand même sur le circuit de la distribution.
Et nous, c'est les consignes de base qu'on a avec toutes les productions aujourd'hui. Quand je travaille, que je suis appelé comme ça sur des projets, c'est tout se tourne au minimum en 4K par rapport aux exigences du marché, quoi. D'accord. Voilà, c'est comme ça que. Ouais, mais après, je comprends tout à fait la démarche et je suis d'ailleurs dans ce problème-là aussi, tu vois, où je me dis, bah voilà, on remplit vite les cartes, les batteries sont limitées aussi, etc. On n'utilise pas forcément ce. Ouais. Donc on a envie des fois d'un petit peu y aller mollo, quoi. Ouais, exactement. Mais et en même temps, ça nous ramène peut-être à une démarche aussi de se dire, parce que tout à l'heure tu parlais de la pellicule, bah peut-être que ça nous ramène aussi dans cette démarche-là, on va se dire avant de réquer facilement et trop facilement, peut-être que voilà, on réfléchit mieux au plan aussi dont on a vraiment besoin pour raconter notre histoire. Et, bien sûr, et je trouve que du coup, c'est un mal pour un bien peut-être. Oui, c'est ça. C'est des choses heureusement qui encadrent un petit peu. Ouais. Donc, ouais, parce qu'effectivement, au-delà de la question du poids, c'est aussi une question de rendu. Enfin, moi, à un moment donné, un rendu tellement défini qui va au-delà, bien au-delà de l'abus de l'œil. Enfin, j'ai du mal, et y compris la possibilité de recadrer, enfin, ce qui est toujours avancé. Enfin, pour moi, un cadre est un cadre. Enfin, peut-être parfois quand la bulle n'est pas tout à fait là, on le redresse, mais après, le choix du cadre, pour moi, elle se définit au tournage et j'ai pas envie de recadrer dedans. Enfin, donc, toutes ces questions, enfin, pour moi, c'est vraiment cette question aussi de cette grande définition qui me pose aussi une question, quoi, au-delà du poids et c'est juste aussi ce que tu as dit par rapport à qu'on a la possibilité maintenant de tourner des heures et des heures, et pour moi c'est aussi un peu un danger. Enfin, moi je tourne très peu finalement. Enfin, moi et même si c'est et je me laisse aller, et effectivement le nombre d'heures de rush a augmenté, mais je trouve que c'est aussi un danger de pas être, comme tu dis, enfin pertinent, tourner parce qu'il y a quelque chose à tourner, et pas tourner, enfin quand il y a rien à tourner, de pas tourner, quoi. Et ça, c'est presque une autodiscipline qu'on doit s'imposer soi-même. Parce qu'elle est plus, enfin, c'est plus dicté par le coût de la pellicule ou par la cassette qui fait que 30 minutes, quoi. Bien sûr. Donc tu as une réaction par rapport à ça? Non, c'est vrai qu'on a fait sauter pas mal de verrous, donc ça apporte beaucoup de liberté, mais les libertés posent aussi des contraintes. Hein. donc c'est sûr que je pense que ça a ouvert quand même pas mal de possibilités. Je pense, tu parlais de la durée d'enregistrement. C'est vrai qu'avant, sur les appareils photo comme les Alpha, on était limité à 30 minutes. Ça, c'est une barrière qui a sauté. Hein. C'était purement technique. Hein. C'était pas technologique. Hein. C'était des raisons assez obscures de taxation de produits à l'import. Bref, aujourd'hui, on peut tourner en continu. On peut tourner en 4K, on peut tourner en 100 images par seconde en 4K, en continu. Donc c'est sûr que quand on veut être sûr de rien louper, c'est tentant. Après, c'est effectivement aussi une question de discipline, hein, comme vous le dites. Là, les possibilités, elles sont là. Après, c'est sûr qu'il faut aussi savoir se fixer un cadre pour être efficace et pertinent dans la manière dont on tourne. Parce que la possibilité, elle est là, elle existe. Oui. Alors, moi, je sais pas si je fantasme sur la manière dont tu filmes, et ça t'arrive, par exemple, de savoir que tu serais un peu déconnecté de la civilisation pendant quelques jours où tu aurais peut-être plus d'électricité pour recharger des batteries ou pour plein de choses. Et à ce moment-là, comment tu anticipes tout ça? C'est-à-dire tu amènes combien de batteries, combien de temps de potentiel de possibilité de tournage? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de configurations, parce que je vais vers des projets où ça m'amène justement à être dans ces conditions-là assez souvent. Et en fait, généralement, ce que je fais quand même très souvent, hein, c'est que je prends quand même beaucoup de batterie. Et puis elle reste tout le temps le plus près du corps. Ah, parce que ça aide ça garde en fait là où c'est le plus chaud, en fait, voilà, dans les poches, on les met partout. Et on dort avec, quoi, le soir. Je suis souvent en tente aussi. C'est pas mauvais pour le corps, du coup, les batteries, je sais pas. J'ai pas entendu je sais pas, bien pour les s'il y a des gens qui ont entendu quelque chose dans ce cas-là, il très mieux que je le sache assez vite, parce que ça m'arrive assez souvent. Mais pour le moment, ça a l'air d'aller, en tout cas. Ok, c'est rassurant. Mais voilà, donc j'en ai beaucoup et je les préserve, quoi. C'est précieux, et du coup, je fais en sorte de pas perdre des pourcentages, quoi, de batterie, parce que vite fait, on se retrouve peut-être à
à l'utiliser avec 50%. Oui. Si jamais à moins 30, et ben, on n'en prend pas soin, on la laisse dans un coin de la tente et, Oui. et ouais, elle prend le froid et puis, ben, là, on fait une drôle de tête quand Ouais, on tout à fait. on l'insère dans la caméra. Bah, surtout que les batteries, ça, du coup, je pense à un détail, parce que tout à l'heure, tu disais que maintenant, c'est des écrans, les mini-écrans, il n'y a pas de viseur, mais c'est vrai, c'est ça qui bouffe la batterie la plus, les écrans, quoi. Alors, Parfois. le viseur plus que l'écran, en fait. Oui, ouais, d'accord. Le viseur Ok. plus que l'écran, donc, Ah ouais. Donc, c'est, mais après, bon, toutes les caméras Sony ont aussi des entrées USB par lesquelles on peut recharger la batterie qui est à l'intérieur Ouais. ou alimenter le boîtier. On a même des connexions qu'on appelle USB Power Delivery. Donc on peut simplement avec un adaptateur, il faut qu'il soit compatible avec cette technologie Power Delivery, mais alimenter le boîtier en continu sur secteur sans avoir besoin d'avoir un chargeur, enfin un système externe dédié à ça. On peut aussi avec une batterie externe recharger la batterie qui est dans le boîtier. Donc on a toujours des options pour partir, pas forcément avec 10 batteries, mais peut-être avec 5 batteries et puis 2 grosses alimes externes. Oui, voilà. Donc il y a aussi ces solutions-là qui peuvent rendre service. C'est sûr que c'est électronique, hein, donc ça consomme de l'énergie, et là-dessus il y a effectivement un ratio à établir entre le besoin et la ressource. Oui. Alors, en termes de genre passage en post-production, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je pense que maintenant c'est de plus en plus facile, mais pour certaines caméras, je me souviens de certains appareils photo ou caméras, il y avait toujours une manipulation à faire après le tournage parce que on pouvait pas apporter directement toutes les images selon les caméras directement dans le logiciel. Il y avait toujours une conversion à faire pour pouvoir les amener dans le logiciel de montage. Maintenant, est-ce que ça existe toujours ou c'est... Non, je vois pas de... Non, ça dépend du logiciel de montage, c'est ça. effectivement. Ouais. Oui, c'est des questions de format, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des standards qui sont plus ou moins Alors, quels sont les formats de adoptés coup, facilement. Là, sur un Alpha 7S3, par exemple, on va voir le H264, le H265 ou le All Intra, voire la sortie RAW aussi, où on peut... Oui, là on est carrément en RAW. Donc après, il faut voir effectivement comment les systèmes de montage peuvent ingérer ces formats-là. Aujourd'hui, le plus installé c'est le H264 parce que c'est le plus simple à gérer, le plus compact, le ratio compacité universalité est peut-être le plus équilibré. Mais des fois c'est vrai que les boîtiers sont un petit peu en avance de phase par rapport à la manière dont le marché s'empare de ces nouveaux codecs d'enregistrement. Ça a pu être le cas effectivement sur le format H265 qui au départ était peut-être un peu plus compliqué à faire entrer dans les systèmes de montage, mais ça je pense que peut-être Mathieu aura un avis plus éclairé encore puisque tu es monteur aussi. Ouais, vas-y. Ouais, moi aujourd'hui, en fait, je suis un fervent utilisateur de Premiere depuis maintenant pas mal d'années. Et en fait, je suis parti sous DaVinci Resolve. Oui. Dans l'ensemble du workflow, je trouvais qu'avec la phase d'étalonnage, Oui. quand on est à l'aise au montage, du coup, on n'a pas à changer Oui, le logiciel. ouais, Voilà, ouais, donc c'est c'est ça que j'utilise. Et d'expérience, je trouve que c'est un logiciel qui ingère plutôt bien tous les formats. J'ai pas de problème particulier. Donc que ce soit pour des rushs tournés avec l'Alpha ou avec ma FX9, il va très facilement tout reconnaître, quoi. Avant, je me souviens quand je travaillais avec d'autres caméras et puis d'autres formats, il fallait faire des conversions pas possibles et passer des heures et des heures à faire ça, et c'était ultra contraignant, fastidieux, et ça bouffait encore plus de place sur les disques, etc. Oui, ça doublait les... Voilà. Et ce que je fais par contre en tournage, je sais pas toi Ina, mais moi je tourne aussi pas mal en proxy. D'accord. Donc du coup, alors soit on peut le faire et il y a des cartes et l'espace pour le faire tout de suite en tournage, soit je rentre chez moi et puis je lance tous les proxys avant, pour préparer un peu le montage. Voilà. Oui, que j'explique quand même ce que c'est, mais en gros, ouais, c'est des petits formats compressés du fichier original. Et donc, qui va reconnaître, qui est lourd à l'origine, et qui va reconnaître automatiquement le rush d'origine, mais dans un tout petit fichier compressé, quoi. Autrement dit, ça fournit une version très légère, facile à lire, juste pour le moment de tournage, mais ça reste toujours lié aux rushs de départ, qui sont des rushs très lourds, sur lesquels on revient quand on finit le montage. Exactement, et on passe en post-production pour avoir le maximum de matière. Ouais. Donc, vas-y.
Pareil. Pareil, ouais, c'est facile. Non, mais moi je monte essentiellement sur Premiere Pro, toujours, hein, même si j'ai envie aussi de passer sur DaVinci, mais je ne l'ai pas fait encore. Effectivement, ça gère très facilement, et dès que je tourne en 4K, effectivement, je enregistre aussi les proxys. Enfin, Alors du coup, ça m'intrigue, à quel moment tu décides de filmer en proxy ou pas, parce que c'est quand même pas pareil. Tout va dépendre de la configuration, parce que si je suis dans une zone très reculée et que j'ai pas potentiellement la chance de backuper mes rushs, de faire des sauvegardes, etc. Donc ça revient aux questions de départ, c'est-à-dire à un moment donné on est confronté à ça. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est pas ce que tu préfères, mais tu es parfois... Voilà, c'est des choix à faire en fonction de la configuration, etc. Mais après, c'est quelque chose que si je fais pas en tournage, je vais le faire de toute façon avant de passer au montage pour que ce soit fluide et plus agréable. Et du coup, les cas où tu as tourné en proxy, tu n'avais pas des difficultés en post-prod, par exemple, de pas avoir moins de matière ou... Non, j'ai pas eu de problème. Toi, tu vois une différence ou tourner en proxy directement, du coup, c'est surtout pour le flux en montage après, où ça permet d'aller quand même plus vite et puis de travailler sur des fichiers plus légers, donc d'être plus efficace au niveau du montage. Mais on n'est pas plus coincé après en post-prod, ou genre plus limité si on est... Alors on peut choisir la qualité du proxy aujourd'hui dans les caméras Sony, on a le choix de la qualité du proxy, donc après c'est sûr que si on veut s'approcher au plus près du rendu final sur le fichier original, on va prendre la qualité de proxy la plus élevée. Ça serait quoi? Aujourd'hui on est en 4.2.0 en 4.2 8 bits sur les proxys en meilleure qualité. Donc déjà au niveau de la couleur, normalement on est assez proche du rendu final du fichier original. Donc non, ça peut rendre des services. Après c'est sûr que ça prend aussi un petit peu plus de place sur les cartes. Hein, donc c'est une question. Ça fait un fichier compagnon au fichier original qui est beaucoup plus léger, mais qui prend quand même sa place. Donc c'est aussi c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser à la source. Oui, tout à fait. Alors est-ce qu'il y a des questions avant que... Je sais pas si on a encore le temps. Oui, on a le temps. Moi, j'utilise pas encore les proxys et je vais devoir me mettre là. Et du coup, quand on fait, par exemple, quand on étalonne, parce qu'on y a un petit peu, on veut étalonner un plan, du coup, il faudra le refaire sur le... Non, en fait, ça le prend en compte sur le proxy. Ouais, ça prend en compte sur le proxy au moment de l'export, ça va l'appliquer sur le fichier original. D'accord. Même parfois, je pense, même si on a fait le montage sur, par exemple, Final Cut Pro, ça dialogue très facilement avec le Resolve. Donc, tout simplement, on transfère le projet pour la post-production sur Resolve, enfin DaVinci. Je pense que ça récupère aussi les informations d'un premier étalonnage qu'on aurait fait sur le logiciel de montage. Ça reste quand même, on peut même récupérer ça, on n'a pas à le refaire. De souvenirs. Ouais. Bon, puis il y a aussi un aspect, alors peut-être moins une problématique qu'en documentaire, peut-être plus quelque chose qui rendra service en news, mais les proxys sont des fichiers légers qui permettent aussi qu'on puisse les partager rapidement. Même si on travaille avec un producteur qui veut voir un petit peu. Aujourd'hui, on a même une application sur téléphone qui permet d'envoyer directement depuis le terrain le fichier proxy. Un destinataire qui veut voir où on en est de la production, ce qu'on vient de tourner, etc. Ce qu'on peut pas faire forcément facilement en autonomie sur le terrain avec quand on n'a pas de fichiers proxy à envoyer qui sont plus légers et plus manipulables. Tout à fait. D'autres questions? Oui, vas-y. Sur le logiciel de montage, je peux choisir la qualité de mon proxy. Là, du coup, c'est un proxy, il n'y a pas le choix, quoi. Si, il y a un choix. On peut travailler dans un format plus ou moins léger, plus ou moins compressé et plus ou moins riche en termes de couleurs. Je pense qu'il faut choisir le plus léger, du coup, si c'est que pour le montage, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est un fichier d'aperçu qui va quand même permettre de travailler confortablement. Donc, c'est vrai que dans une logique où on veut gagner du temps en post-production et on veut pas s'encombrer avec des fichiers qui vont quand même tenir leur place sur les cartes, le fichier le plus léger peut éventuellement convenir. Et puis, oui, c'est vrai que le fait d'avoir besoin de proxy pour la lecture, c'est pour aller plus vite et d'être léger. Mais encore une fois, comme le montage reste lié au rush de départ, si à un moment donné on a besoin de revenir sur les 4K ou haute qualité juste pour peut-être essayer quelque chose en étalonnage vite fait pendant le montage, on peut tout de suite basculer on est toujours lié. Voilà, donc en 2 secondes on peut aller voir ce que ça donne et on revient sur les proxys. Donc il n'y a pas de grand risque
Moi, ce que je ferais, c'est toujours vraiment les proxys les plus légers pour pouvoir lire les images facilement, sachant que si j'ai besoin de revenir, c'est en 2 secondes, quoi. Donc, en reste, oui, après, ça dépend combien d'heures de rush tu as, et, enfin, combien tu tournes. Enfin, oui, bien sûr. Si tu veux déjà t'approcher de quelque chose du rendu, du fichier original, enfin, pas les règles en même temps. Oui, bien sûr. Non, chacun se... Toi, ça t'arrive de faire des pré-montages quand tu es un peu sur le tournage ou pas du tout? Jamais. De visionnage? Honnêtement, non. Même visionnage, non, en fait, quoi. Ouais, parce que c'est un peu, des fois, c'est dans des situations presque un peu de survie, quoi. C'est des camps, dans des expés et tout. Et en fait, on pense plus à rester au chaud, faire bouillir de l'eau. En fait, pour être bien, pour après être dans des bonnes dispositions pour travailler, quoi. Et du coup, on prend soin d'abord de nous et on sait que les rushs, les cartes, par exemple, sont dans des poches interdites, par exemple. Voilà, on n'y touche plus. C'est jusqu'à ce qu'on retrouve un peu de civilisation avec un ordinateur, les disques durs, et on va faire les backups, quoi. Oui. Mais sinon, et les backups, justement, ça c'est une question. Enfin, enfin, moi personnellement, à chaque fois, c'est devenu obsessionnel. Je double tous mes rushs, c'est-à-dire tout de suite, et sur 2 disques séparés. Tout le temps. Et à 2 endroits, idéalement 2 endroits séparés aussi. Parce que comme il y a une sinistre, au moins on est sûr. Vous faites ça systématiquement? Enfin oui, moi oui aussi. C'est pour ça que du coup, s'il y en a 20 Tera de rush, ça fait 2 fois. Enfin, c'est... Il faut multiplier. Tout le fait de tourner peu, si on peut. Oui, bien sûr. On revient toujours. C'est ça. Ou d'enregistrer sur 2 cartes, puisqu'on a 2 cartes et qu'on peut enregistrer en parallèle sur 2 cartes. Ah oui, ça. Alors explique-nous, c'est quoi? Enfin, pour ce que ça passe, c'est de tourner en miroir, c'est ça? On va avoir 2 copies directement. On peut avoir directement sur chacune des 2 cartes. Si jamais c'est la carte qui devait être défectueuse, au moins on a la deuxième carte. C'est-à-dire déjà au moment de tournage, on a déjà 2 copies sécurisées identiques. Quand on peut, ok, très bien. Donc voilà, on peut choisir par exemple si on tourne avec des proxys, de dire je mets mes proxys sur la carte 1 et je mets mes fichiers sources sur la carte 2. C'est ça. Voilà, donc on peut vraiment déjà à la source un petit peu orchestrer ces données de tournage. Ouais, d'accord, ça c'est pratique. Ouais. Et du coup, les caméras dont vous parlez, les Sony, elles sont homologuées pour une diffusion en télé, une diffusion au cinéma également, et finalement on peut espérer parler à des professionnels de la diffusion après en étant convaincant en termes de fichiers. Complètement. Ouais. C'est super avancé, sans avoir besoin d'avoir une RED ou un FX6 ou une... Ouais, non, effectivement. C'est cool. En télé, c'est plus fort homologué, disons au cinéma, on peut tourner avec tout, on peut faire un film en super 8 et le sortir au cinéma, enfin il n'y a pas de normes, c'est vraiment des questions artistiques, après avec quelle caméra on a envie de tourner, enfin artistique et effectivement de configuration du tournage, si on part en haute montagne, il vaut mieux avoir un équipement léger que des gros zooms qui pèsent 11 kg, etc. quoi. Du coup, il demande quand même de la 4K globalement, c'est du lumière standard. Sauf si on veut faire la super plus. En télé, en cinéma, pour l'instant, c'est du 2K qui est projeté, donc on n'est pas encore là. Et même pour la télé, en fait, quand on livre le diffuseur sur, en tout cas, le territoire national, c'est du Full HD qui est livré, quoi. C'est ça qui est étonnant aussi, c'est que c'est pas encore installé 4K. C'est pour ça que je me disais la question de choix de 4K ou 2K, c'est exactement là. Les gens ils savent pas en fait, ils pensent que 4K c'est aussi une meilleure qualité sur l'écran, alors que pour l'instant, ce que je sais, la qualité des projecteurs au cinéma c'est pas plus que 2K. Donc en fait tout le reste c'est encore une fois pour avoir plus de matière en post-production, pouvoir aller dans les détails, pouvoir récupérer des couleurs, modifier des choses, pas forcément recadrer, mais aussi avoir plus de matière en termes de lumière, des surexpositions, des sous-expositions pour aller encore rattraper des défauts et améliorer, de faire ce qu'on veut, quoi. Mais au final, la projection, c'est de 4K. C'est là où les gens ils disent, si moi, j'ai pas beaucoup de trucage, c'est un documentaire, et que c'est simple, et que c'est la lumière naturelle, j'ai pas besoin de beaucoup de matière pour la post-prod, il se pose vraiment la question est-ce que j'ai besoin d'alourdir autant ou est-ce que je reste sur 2K C'était plus par rapport à ça. Et aller voir un distributeur avec 2K, il se pose pas la question. De toute façon, le 2K c'est idéal pour la salle en tout cas. Ça pose pas de problème. C'est juste pour la post-production. Alors, qui veut dire un dernier mot de conclusion
Faites des documentaires. Non, mais c'est vrai que c'est les choix de caméra. Effectivement, c'est pas la question technique qui doit intervenir. Hein. C'est quel film, quel besoin. Enfin, et après la caméra, elle vient après. Enfin, il vaut mieux. Sinon, on passe sa vie déjà à regarder toutes les caméras. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on raconte, quel film j'ai envie ou besoin de faire. Après, les autres questions viennent derrière. Hein. Ouais, moi c'est un peu l'intention prime évidemment dans une réalisation. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, simplement ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a tellement de possibilités qui sont offertes par les caméras de presque tous les formats, de tous les types, que quelque part c'est ça la vraie liberté, c'est de se dire que la technique suivra. Et comme tu disais tout à l'heure, d'avoir des automatismes sur lesquels on peut se reposer pour pouvoir travailler en autonomie. Sans être sans cesse préoccupé par cette technique qui vient vous taper sur l'épaule en disant est-ce que tu as pensé à monitorer ton son, est-ce que tu as pensé à la mise au point, est-ce que tu as pensé... La technique est très bien gérée de manière automatique. Si on a besoin qu'elle soit gérée de manière automatique, le vrai confort, c'est de se dire qu'on peut se reposer sur ces automatismes et qu'on peut se concentrer sur son projet artistique. Ouais. Alors peut-être justement pour la conclusion, c'est une question qui pourrait être intéressante, c'est que comme je disais à un moment donné, on est confronté à l'idée d'acheter une caméra, investir dans la caméra ou est-ce que louer selon les projets. Il y a des chefs opérateurs évidemment qui préfèrent, ça dépend le projet, les conditions de tournage, le sujet et tout ça. Donc je choisis ma caméra par rapport à ça, par rapport aux besoins du projet. Et d'autres, c'est quand du coup on est indépendant et on achète une caméra pour un peu être plus libre, voilà, avoir plus de liberté et moins cher. Mais en même temps, avec les nouveautés qui arrivent, les caméras, j'imagine, ça se renouvelle comme toute la technologie, tous les ans il y a des nouveautés qui arrivent. On peut se demander est-ce que c'est une bonne idée parce que quand on achète une caméra, on l'a au moins pour quelques années. Et est-ce qu'on risque de prendre du retard par rapport aux nouveautés qui arrivent? On peut regretter pour un autre projet de maintenant j'ai acheté, je peux pas y acheter un autre. Ou est-ce qu'il y a, comme dans les ordinateurs, il y a des logiciels dans les caméras qui permettent de les mettre à jour et de suivre en même temps et qui nous mettent plus à l'aise à investir dans une caméra? Tout à fait, donc ça c'est en tout cas une politique que Sony a depuis longtemps, au fur et à mesure des développements technologiques, de réimplémenter dans les caméras existantes des fonctionnalités qui sont nouvellement développées, dans la mesure où l'électronique interne de l'appareil le permet. Oui. Parce que des fois c'est lié aussi à des circuits, à des puces qui apportent une puissance supplémentaire qui ne va pas permettre forcément de réimplémenter une nouvelle fonction sur un boîtier antérieur qui n'a pas cette électronique-là embarquée. Mais malgré tout, il y a pas mal de choses qui montrent, enfin pas mal d'exemples qui montrent que les caméras continuent d'évoluer après leur commercialisation. Et c'est le cas chez Sony. Alors des fois ça prend un petit peu de temps, des fois c'est vrai que certains utilisateurs peuvent s'impatienter, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment fait partie des marqueurs chez nous, c'est d'avoir cette technologie qui évolue aussi au fil de l'eau. Et en termes de durabilité, de durée de vie des caméras, tu parlais de l'Alpha 7S2 tout à l'heure. Moi j'ai souffert 3 ans quand je suis arrivé chez Sony de personnes qui me disaient mais quand est-ce que vous proposez une nouvelle version de l'Alpha 7S2? Et c'est des fois plus les utilisateurs qui sont impatients de voir les matériels évoluer plus que nous qui sommes capables de leur proposer. Mais finalement tout arrive finalement. L'Alpha 7S3 aujourd'hui il est sorti il y a 2 ans, plus de 2 ans, bientôt 3 ans. Il n'a pas une ride technologiquement. Il n'a pas la 8K, mais parce que justement il a un capteur qui lui permet d'avoir une montée en sensibilité assez extraordinaire qui ne permet pas d'atteindre la résolution 8K. Mais déjà on se pose la question, est-ce que la 4K vaut le coup? Donc est-ce qu'on parle de la 8K tout de suite? Bref, donc en tout cas en termes de réalisation, c'est un boîtier qui coche toutes les cases encore aujourd'hui, donc qui continue d'évoluer par firmware. Ouais. Donc, une question toute bête qui intéresse les réalisateurs, je pense, juste pour simplifier la question, pour pouvoir suivre un peu, sachant qu'il y a quand même des possibilités de mise à jour des caméras, mais quand même pour être à jour et suivre un peu l'évolution de la technologie. En gros, il faut renouveler sa caméra tous les combien d'années? C'est une question. Il n'y a pas de on peut dire au bout de 5-6 ans, on est passé vraiment à une autre technologie. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc... C'est vrai que par rapport aux automatismes et pour en revenir en nouvelle fois à l'autofocus, c'est vrai que l'autofocus de l'Alpha 7S3 a fait une vraie différence par rapport à l'Alpha 7S Mark II, ne serait-ce que ça.
ça justifiait le fait de réinvestir dans le 7S3, c'est qu'au niveau de la gestion de la mise au point, on avait quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus efficace. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent qui sont pas forcément utiles pour les professionnels, mais de suivre un cadrage, d'avoir un cadrage adaptatif, bref. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'évolution technologique, il y a des sauts majeurs qui sont faits pour un type de caméra donnée tous les 4 à 5 ans. D'accord, voilà, 4-5 ans, c'est pas mal. Ça donne le temps de la rentabiliser. Oui, tout à fait. Oui, et puis l'avantage d'avoir sa caméra, c'est aussi qu'on la connaît, enfin on la connaît par cœur, quoi. On a vraiment des gestes qui sont automatisés, et on a cette familiarité qui aide quand même aussi beaucoup. Exactement, ça vient quitte, aussi. même si on n'est pas à la pointe et la dernière caméra. Oui, mais sa propre caméra, c'est des avantages aussi, enfin très clairement, enfin surtout quand on tourne. J'allais dire, la bonne caméra, c'est celle qu'on a plaisir à utiliser et avec laquelle on se pose pas de questions. Donc tant qu'elle remplit l'usage et qu'elle ne vous freine pas dans la créativité ou dans la manière de produire les films, il n'y a pas de question à se poser. J'aurais tendance à dire ça aussi, que c'est un super investissement et qu'en plus on a facilement l'opportunité après, si on a un projet et puis les autres qui s'enchaînent, etc., d'amortir aussi des coûts finalement qui sont pas négligeables. Et puis on trouve des caméras plutôt abordables dans ces gammes-là. En fait, un boîtier, une FX3, c'est pas... Oui, ça reste un budget, c'est sûr, mais ça reste accessible, je pense. Oui. Et ça n'empêche pas de louer une caméra ponctuellement parce qu'il a des besoins spécifiques. Quoi. Et puis on s'y attache aussi, toi tu dors avec tes batteries. Je dors pas avec les caméras, attention, jusque-là. Puis on a des déclinaisons nombreuses, c'est vrai qu'on parle de la FX3, mais elle a une petite sœur maintenant qui est la FX30, qui a un capteur Super 35, mais qui a exactement les mêmes fonctionnalités. Donc si votre budget ne permet pas d'aller sur une FX3, il vous permettra peut-être d'aller sur une FX30 et vous aurez quand même une super caméra avec les mêmes possibilités qu'une FX3. Bon, je vois qu'il y a encore des choses à dire, on a envie d'encore parler, mais je pense qu'on est un peu à terme de... je sais pas, Ça va, tu as encore des gigas sur ta caméra. Tu tournes en 4K. Quel format allez-y, si encore vous avez une coupe. Non, mais on peut continuer comme ça, de manière informelle. Oui, vas-y. Dans une configuration, dans une pièce où il y a... Vous devez filmer, ce qui se passe dans la pièce, mais l'éclairage est très différent. Et vous voulez rester à une grande ouverture au niveau du diaph, et vous n'avez pas à changer non plus la vitesse, et puis aussi pas les ISO. Donc comment vous faites? Est-ce que c'est un filtre qui vous permet de changer il y a des filtres. Ça dépend de la caméra aussi, parce que moi, FX9, j'ai un ND variable, c'est-à-dire que je vais pouvoir contrôler l'exposition directement de mon image en interne. Donc je peux facilement utiliser cette fonction et je peux même l'enlever et puis avoir ce qu'il y a de plus lumineux possible sans l'utiliser. Après, sur des boîtiers, tu dois avoir l'habitude d'utiliser des filtres ND. C'est ça, pour surtout garder l'ouverture maximale. Et de ne pas l'utiliser du coup en intérieur. Oui, et surtout pour les cas où il y a un soleil très fort. Moi, j'ai eu ça en Afrique, le ND, je mettais le maximum de ND pour arriver à un truc normal, sinon ça crame toute l'image. Le ND, c'est la densité neutre. C'est vrai qu'il y a des filtres qui permettent d'avoir cette densité neutre et de la faire changer. Et quand vous êtes dans une configuration où justement il n'y a pas trop de lumière, du coup vous utilisez quand même ce filtre? Non, pas du tout. Je veux dire, pour pallier à mon problème là d'un tournage où ma luminosité est très différente d'un endroit à un autre. Dans le même plan, vous voulez dire? Dans les mêmes cadres? Non, pas dans les mêmes cadres. Quand tu bouges. Avec un panneau, je veux dire. Non. Même pas, d'accord. Non, même pas dans le même cadre. Alors, c'est quoi du coup la question? Et du coup, qu'est-ce que vous changez? C'est l'exposition à chaque endroit, trouver l'exposition juste. Après, c'est aussi normal que les endroits sombres soient sombres et les endroits éclairés, enfin qu'il y a des variations, et mais trouver l'exposition juste quand même par rapport à chaque cadre. Justement, il y a une fonction sur la FX9 qui permet de mettre le ND en auto.
Et en fait, quand on bouge, par exemple, d'une scène qui se passe à l'extérieur, on rentre à l'intérieur pour continuer à filmer un personnage, il peut faire une transition quand même assez pas trop brutale, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une possibilité. Que ce soit sur la balance des blancs aussi, parce que quand on parle de différents éclairages entre l'intérieur et l'extérieur, c'est aussi une question de balance des couleurs. On peut aussi avoir une balance des blancs qui va évoluer. Et on peut régler la progressivité du changement justement de cette balance des blancs ou de l'exposition si on travaille soit en diaphoto, soit en vitesse auto, soit en sensibilité auto. Après c'est aussi le filtre variable qui va permettre, le filtre green-note variable qui va permettre de le changer à la main cette fois-ci quand on travaille sur un alpha par exemple. On va faire simplement tourner la bague avant du filtre pour changer la densité du filtre et pouvoir faire varier la luminosité directement. Dans ces cas-là, il faut surtout être attentif à la qualité du filtre parce que des fois, avec certains filtres gris-neutre variable entrée de gamme, on va dire, on peut avoir des écarts en termes de rendu d'image qui sont assez significatifs. Donc faut être attentif à la qualité. C'est vrai que sur les boîtiers Alpha ou FX3, on n'a pas ce filtre gris-neutre intégré juste devant le capteur, comme c'est le cas sur la FX6, la FX9. Où là, le filtre, il est carrément devant le capteur, il est à demeure dans la caméra et on a juste une petite molette pour le faire évoluer, ou on peut le mettre en mode auto, comme tu le disais. Où là, ça devient très simple parce que c'est dans la caméra et quel que soit l'objectif que je monte dessus, je n'ai pas changé mon filtre d'une optique à l'autre pour pouvoir continuer à l'utiliser. Après, même pour les filtres gris-neutre variables, vous avez des bagues d'adaptation qui vous permettent de les adapter à différents diamètres d'optique. Donc, il y a toujours des solutions. Après, ça va être plus ou moins... Enfin, voilà. Grosso modo, aujourd'hui, c'est vrai que dans la gamme Sony, on a le choix quand on part sur un Alpha 7S3 ou une FX3 ou une FX30, on va avoir la stabilisation d'image intégrée dans le boîtier, ce qui ne sera pas le cas sur une FXX ou une FX9. On va stabiliser en post-production. En revanche, d'un autre côté, la FX6 et la FX9 auront le filtre neutre variable intégré, ce qu'il faudra rajouter sur l'optique pour les Alpha 7S3 et FX3. En termes de son, du coup, vous utilisez je vois que vous avez équipé vos caméras, donc rien ne remplace un Perchman, j'imagine, mais c'est quoi les modèles de micro que vous avez, par exemple, ici, dont vous servez régulièrement Toi, tu utilises beaucoup Nasu aussi avec l'audio. Ça dépend. Moi, j'utilise en général, j'ai fait le son à part, y compris même avec un zoom. Après, j'ai plusieurs possibilités. Il y a maintenant aussi un zoom plus petit, par exemple, qu'on peut monter aussi sur le boîtier. Sinon, ça c'est très bien, cet adaptateur XLR avec les micros ou un micro direct. Enfin, si c'est vraiment une configuration basique, le micro direct. Enfin, il y a quand même plusieurs possibilités, quoi. Mais c'est vrai, c'est le son qui est toujours un peu le problème, et là, il vaut mieux, être accompagné, ça c'est sûr, c'est mieux. Mais sinon, on a quand même pas mal de possibilités, quoi. Oui, moi, en fait, personnellement, après, peut-être tu pourras nous dire s'il y a des caméras où l'enregistreur, la qualité de son est meilleure que d'autres, mais globalement, c'est pas un enregistreur de son, donc c'est pas forcément la meilleure qualité qu'on peut avoir. Par contre, moi, personnellement, je pense que tout le monde fait ça. On utilise toujours ce micro parce que ça permet d'avoir un son qu'on appelle son témoin ou son qui reste attaché à l'image, qui nous sert aussi pour, par exemple, la synchronisation automatique avec les sons qui ont été enregistrés à part avec un ingénieur son ou en tout cas avec un appareil professionnel. Et en fait, le logiciel de montage peut, à partir de son qui est sur l'image, même si c'est de mauvaise qualité, et pour repérer à quel endroit, synchroniser avec le son qui est tourné. Donc ça sert à ça. Dans tous les cas, moi je conseille de l'utiliser, mais c'est pas forcément le meilleur son qu'on peut avoir. C'est pas forcément. Moi, ce son-là, quand même. Oui, ça peut sauver aussi, évidemment. On est sûr d'avoir un son, mais voilà. Après, parfois on est loin du sujet, alors que le Perchman est plus proche. Enfin, c'est pas forcément les conditions idéales, mais ça sert toujours d'avoir quand même le son direct sur l'image, quoi, qui va s'attacher. Maintenant, tu vas me dire s'il y a des appareils qui sont préférables en termes de qualité de son. Alors en fait, déjà sur la gamme Alpha, FX3 et Alpha 7S, déjà on enregistre sur 4 canaux, donc on a quand même pas mal de place pour fixer des différentes sources, notamment du fait aussi que cet adaptateur qui s'appelle le XLR 80N, celui qui est monté ici, il a 2 entrées XLR et une entrée mini jack.
Et de l'autre côté, j'ai directement la mixette avec les trois réglages pour les trois micros que je vais pouvoir éventuellement connecter directement sur la caméra. Donc ça permet quand même d'avoir, par exemple, un micro sur mon personnage connectant HF avec le récepteur HF que je vais pouvoir scratcher ici au-dessus. D'avoir le son d'ambiance avec le XLR qui est monté directement sur l'adaptateur. Excusez-moi, donc c'est un enregistreur indépendant, c'est pas l'enregistreur c'est enregistré dans la caméra. Et en fait, l'avantage aussi du système, c'est qu'il n'y a pas de câble. Enfin, ça c'est le câble du micro qui est connecté au module. Mais le module lui-même, en fait, toute la connectique passe par la griffe. Voilà, donc il n'y a pas de câble externe qui vient aussi encombrer davantage la configuration que je vais avoir à la main. Donc on va dire que ça c'est quand même un système qui est assez évolué. C'est celui qui est livré d'office avec la FX3 et qui est disponible en accessoire pour l'Alpha 7S3. Donc après on peut choisir aussi la capsule micro qu'on va monter dessus. Il y en a une qui est fournie d'origine, mais on peut en mettre une autre si on préfère la qualité d'une capsule plutôt qu'une autre. Et après on a des systèmes qui ont l'air de rien. Par exemple ce petit système là, le CM B1M on a toujours des noms un petit peu compliqués, hein, désolé. Mais qui est livré, qui a un système qui est assez astucieux, intelligent. Je ne sais pas si vous le verrez de là où, notamment au niveau de la caméra, mais vous avez une rangée en fait de capsules. Là, vous en avez 8 sur ce modèle-là. Donc le micro est capable de savoir d'où vient le son en fait. Parce que si le front d'onde acoustique vient de devant, ça va parcourir les cellules d'avant en arrière. Si le son vient du côté de l'opérateur, le son va parcourir les cellules dans l'autre sens. Et si le son vient du côté, toutes les cellules vont capter le son en même temps. Ce qui fait qu'à l'arrière, j'ai un petit sélecteur qui me permet de choisir si je suis en micro-canon, donc je vais capter essentiellement le son qui vient de devant. Si je me mets en cardioïde, où je vais prendre ce qui vient de devant et garder un petit peu d'ambiance. Ou si je me mets en omni, où là, quand je suis en interview, je peux à la fois avoir ma voix et la voix de la personne que j'interviewe. Voilà. On a mis aussi, parce que vous savez que Sony on fait des casques audio avec des systèmes de réduction de son. Donc on sait faire aussi ce qu'on appelle le noise cancelling. Donc vous avez une position de noise cancelling. Comme c'est le cas ici, on a une soufflerie qui fait un bruit de fond et qui va être gênante peut-être sur la prise de son. Je peux mettre le noise cancelling. C'est un filtre. Toutes les fréquences redondantes vont être automatiquement supprimées. Donc ça va permettre d'avoir une captation son qui est... Enfin voilà, il n'y a pas d'alimentation, c'est alimenté par le boîtier, c'est super compact, c'est super léger. Et c'est redoutablement efficace quand on a besoin de faire du run and gun et qu'on a besoin d'être... c'est livré aussi avec la bonnette anti-vent. Donc voilà, c'est assez commode à utiliser, ça vaut pas très cher et ça fait une captation son quand on a besoin d'être agile, autonome et de pouvoir se concentrer sur l'image. Ça permet d'avoir quand même une solution de captation son qui est un peu plus que de l'ordinaire. Oui, voilà. C'est quoi les gammes de prix justement des deux? Celui-là, le CM-B1M, c'est 380 € TTC, prix public conseillé. Là, on va être autour de 650, je crois, à peu près 150 €, 700 € sur le module XLR. Okay. Et on a des solutions encore plus compactes, plus légères et moins chères. On a le CM B10 qui est la version un peu plus courte de celui-ci, qui n'a pas 8 capsules mais 4, mais qui remplit le même usage. Et qui est autour de 280 €. Ce qu'on voit pas sur la table aussi pour le son, parce qu'on parle de son, c'est aussi les HF, quoi. Ouais, et puis il y a aussi des kits HF. Moi, j'utilise personnellement beaucoup. Pour les animaux. Donc, je suis aussi des gens en filmant les animaux, mais donc du coup, j'essaie toujours de contrôler aussi, les choses authentiques que les personnages vont me dire sur le terrain, en particulier le personnage. Souvent, quand j'ai un personnage principal, dans le film, de toujours avoir un HF, et puis ça demande de changer régulièrement les batteries et tout, forcément, suivant les conditions climatiques, mais voilà, c'est aussi, ça se branche aussi bien sur des boîtiers que sur une FX6 et un FX9, suivant les branchements mini jack, XLR, voilà. Je peux juste rajouter un petit mot. Oui, bien sûr. Parce qu'on a parlé beaucoup des caméras, mais on a parlé un peu des micros. Je pense que c'est aussi important parce que ça fait partie aussi de la palette du réalisateur et du créateur d'avoir aussi des optiques qui sont bien adaptées aux usages. On a une gamme aujourd'hui chez Sony qui a 72 références optiques. Donc on a une vraie richesse en termes de palette créative au niveau des optiques. Et on parle beaucoup de l'évolution de l'électronique dans les boîtiers, etc. Mais l'optique aussi a fait sa révolution dans les 10 dernières années à travers plein de choses, des formules optiques qui ont permis de gagner beaucoup de poids. Par exemple ici sur la FX3, j'ai un 70-200 ouverture de 8
qui pèse 1 kg. La moyenne du marché, elle est à peu près à 50% au-dessus. Donc on a tu parlais tout à l'heure de l'importance de la légèreté par rapport à l'agilité, ça fait partie de ça. Et on a pensé même sur ces optiques à l'ergonomie pour la vidéo et pour les réalisateurs. Par exemple, la bague de diaph. Vous voyez que maintenant on a une bague de diaph directement sur les optiques et on l'a mise avec un diaph continu, c'est-à-dire un iris continu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effet de clic quand je passe d'un diaph à un autre. Donc ça fait partie par exemple des petits raffinements qu'on a mis sur nos objectifs pour les rendre plus compatibles avec les usages vidéo. On a des moteurs qui sont très rapides, très silencieux, c'est aussi très important quand on filme évidemment. Voilà, toute cette partie optique a aussi toute son importance et je voulais juste en dire un mot comme ça au passage. Non, et qui est effectivement, qui est essentiel dans le documentaire, ça revient un peu à ce qu'on a dit au début, enfin cette continuité de l'ouverture qui permet de suivre et voilà des conditions de lumière qui changent et qu'on puisse sans que ça fasse clac 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 et on voit les changements de diaph. Et on a même beaucoup travaillé sur la liaison entre l'optique et la caméra, parce que vous savez que des fois quand vous faites un changement de point, ça peut faire varier un petit peu le cadre. On a une fonctionnalité aujourd'hui dans les dernières caméras qu'on a lancées qui permet de compenser cet effet de respiration du cadre quand on change la mise au point. Tout ça, c'est des choses qui sont cruciales pour le réalisateur vidéo qui veut pouvoir faire passer d'un premier plan à un arrière-plan sans voir le cadre varier. Donc voilà, en tout cas, on réfléchit tout ça en vraie cohérence, que ce qu'il s'agisse du développement des boîtiers, mais aussi de toute l'accessoirisation qui va avec et des optiques. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'était le mot de la fin? Oui. Merci beaucoup. On va applaudir nos intervenants.